Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue, bon gré mal gré, à rattraper mon retard de dernière lecture. On est arrivé en juin, ce qui est une réussite en soi, d'autant que comme mon rythme de lecture a un petit peu ralenti ces derniers mois, ça va aller relativement vite pour toutes vous les présenter. Je pense que ça va tenir sur 2 voire 3 vidéos, donc j'ai bon espoir de retomber sur mes pattes d'ici la rentrée. Toujours est-il qu'aujourd'hui je vais vous présenter 5 de mes lectures du mois de juin, et je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer par un gros morceau, à savoir l'Explora livre francophone du mois de mai qui a gentiment débordé sur le mois de juin, à savoir La Guilde des Ombres. Le premier tome, première partie, Le Don de Mort de Anatrice aux éditions Pocket, que je m'étais donc pris en format poche d'occasion, mais que j'ai fini par écouter en livre audio parce que j'étais extrêmement à la bourre, donc je me suis dit que ça me permettrait d'être un petit peu plus efficace dans ma lecture, et ça a été le cas, mais je ne vous recommande clairement pas le livre audio, que j'ai trouvé assez insupportable honnêtement. J'ai eu beaucoup de mal avec le lecteur choisi et sa façon de jouer les personnages, notamment les personnages féminins qui étaient toujours surjoués, et certains personnages masculins qui avaient des voix absolument insupportables. Pour sa voix de narration à proprement parler, ça passait relativement bien parce que c'est une voix assez grave et assez posée, mais du coup chaque fois qu'il essayait de la moduler pour jouer un personnage en particulier, ça passait très difficilement pour moi, donc ça ne m'a pas aidé à apprécier ma lecture, ou en tout cas à apprécier l'audiobook. En ce qui concerne le récit à proprement parler, on va suivre Panama, que l'on découvre initialement extrêmement jeune, au moment où elle se fait repérer par la Guilde des Ombres, qui est une organisation d'assassins qui sévit à Clepsydre, la cité des vices, et qui a mainmise sur un certain nombre de choses, dont les assassinats de cette cité, notamment grâce à un partenariat très profitable avec la Guilde des Marchands. Elle va donc faire son entrée à la Guilde des Ombres, c'est la première humaine à réussir cet exploit depuis un moment, voire toujours, si je ne dis pas de bêtises, en sachant qu'au-delà de sa race, même son genre est une exception parce qu'il y a très peu de femmes dans cette guilde. Elle va donc débuter son apprentissage et on va la suivre dans celui-ci. Alors le début est d'autant plus intriguant qu'il se passe dans un futur relativement proche, c'est une très bonne mise en bouche, je trouve, en la matière, parce que ça fait un petit peu miroiter ce que l'on pourra voir dans la suite de la série. Globalement, on est sur un univers de dark fantasy assez sombre, avec pas mal de trigger warning, notamment en ce qui concerne la violence. Il y a quelques scènes de torture qui sont très descriptives, des scènes de maltraitance animale également, et une scène d'agression sexuelle qui est assez descriptive également. Donc comme d'habitude, faites attention à vous dans vos lectures. C'est un premier tome qui est assez introductif et qui pose pas mal de bases, notamment en ce qui concerne l'univers, qui est assez dense, assez vaste, assez foisonnant, ce en quoi parfois l'introduction de celui-ci n'était pas toujours extrêmement réussie, à mon sens en tout cas. Il y avait quelques passages qui faisaient un petit peu infodump pour moi. Cela étant dit, dans l'ensemble, c'est plutôt bien géré et c'est pas trop lourd dans le récit. Il n'y a pas trop de longueur à mon sens, en tout cas en livre audio. C'est pas toujours très subtil, mais ça m'a pas tant dérangé que ça. Pour le côté guilde d'assassins, ça a bien évidemment un petit côté Nevernight de J. Christophe, avec une ambiance quand même un petit peu différente et typiquement beaucoup plus malsaine finalement que Nevernight, qui est pas forcément non plus hyper positive, et clairement c'est pas des enfants de cœur, mais sur le côté psychologie des personnages, notamment des personnages secondaires, c'est à mon sens beaucoup plus malsain dans la Guilde des Ombres que ça ne peut l'être dans Nevernight. Le gros point de ce tome, en tout cas dans sa deuxième moitié, qui risque d'être encore plus prééminent dans la deuxième partie de ce tome 1, c'est la question de la relation toxique. Alors je vous préciserai pas quel personnage elle concerne parce que, à mon sens, c'est un spoil. Je savais qu'il y avait une relation toxique avant de démarrer cette lecture, mais je ne savais pas qui elle concernait, et j'ai apprécié le découvrir progressivement et me faire mon avis sur la question sans influence extérieure. Je trouve qu'elle est très bien retranscrite et très bien gérée par l'autrice à ce niveau-là. On la voit vraiment se mettre en place progressivement et c'est assez insupportable à voir, très honnêtement, et très crispant, mais très réaliste et très bien fait en la matière. Et encore une fois, ça promet une deuxième partie qui risque d'être assez enrageante à ce niveau-là, mais qui, je pense, est nécessaire à plus d'un titre. Donc j'ai hâte de poursuivre et de voir ce que ça va donner, notamment par rapport à la fin de cette première partie, qui pue du cul, clairement, qui pue du cul pour cette relation, qui pue du cul pour la suite, et qui, je pense, va énormément me faire rager dans la partie 2. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà prévenu Lucie et Kim que je ragerai probablement avec elles. Pour ce qu'il en est du reste des arcs narratifs, on commence tranquillement à effleurer la partie complot et intrigue politique, les côtés plus magiques également, avec des prophéties assez intrigantes.
Encore une fois, c'est un tome qui est plutôt très introductif, mais c'est finalement la première partie d'un premier tome, donc c'est assez logique en la matière, même si c'est une bonne pavasse tout de même, et ça reste suffisamment intriguant et suffisamment prometteur pour me donner envie de lire la deuxième partie. Ça m'est resté étonnamment en tête assez longtemps, et notamment cette fin qui est assez horrible dans son genre, ce qui me fait dire qu'effectivement c'est la moitié d'un tome à part entière et qu'il faut pas forcément s'arrêter à cette première partie, mais vraiment lire les deux pour avoir l'intégralité et l'unité du premier tome de cette série. Si vous aimez les romans initiatiques, les romans d'apprentissage, les romans avec des écoles et que vous n'avez pas peur du côté dark fantasy et des descriptions de violence parfois très graphiques, tentez-le peut-être. Honnêtement, j'ai passé plutôt un très bon moment. On en a également déjà discuté en live avec Lucie et Kim, donc je vous le remettrai en barre d'infos et dans le petit si vous voulez avoir nos trois avis un petit peu plus à chaud pour avoir une opinion un petit peu plus diverse en la matière, d'autant que les filles avaient déjà lu la deuxième partie du premier tome, donc elles peuvent peut-être encore plus vous donner envie pour cette saga. Personnellement, comme je te disais, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je compte bien lire la deuxième partie très bientôt et je vous en reparlerai sans fou. Ensuite, une autre petite pavasse que j'ai lue pendant mes vacances début juin et qu'il était temps que je termine parce que je l'avais commencé en décembre à la toute fin des Vlogmas. Bitter Blue de Christine Cashore aux éditions Le Livre de Poche Orbit, qui était le troisième et dernier tome de la trilogie des 7 royaumes, qui est maintenant une quadrilogie puisqu'un tome 4 est sorti très récemment. C'est une série de fantasy avec plutôt des tomes compagnons, en tout cas les 3 premiers sont assez indépendants les uns des autres. Il y a des personnages un petit peu récurrents qui reviennent, mais dans l'ensemble on est sur des territoires et des histoires relativement indépendantes, ce qui m'a plutôt arrangé parce que ma lecture des 2 premiers tomes remontait pas mal, donc j'étais contente de ne pas avoir trop à m'en souvenir. On est dans un univers où les Gracelings sont des tenteurs, détentrices de magie. Ce sont des individus qui présentent une hétérochromie, donc les yeux verrons, et des pouvoirs qui peuvent varier en fonction de chacun. Dans ce récit en particulier, on va suivre Bitter Blue, qui est donc la fille de l'ancien roi de Moncéa, roi qui était un Graceling avec un pouvoir un petit peu particulier de contrôler finalement l'esprit des gens et de leur faire faire et parfois même de leur faire croire un petit peu tout ce qu'ils voulaient, ce qui a eu énormément d'impact et d'influence sur Bitter Blue, sur sa vie mais également sur tout son royaume parce que globalement c'était pas un personnage extrêmement sympathique. On retrouve Bitter Blue au début de ce récit après la mort de son père, après la mort du roi, qui est donc devenue reine de titre mais pas de fait, puisqu'il y a énormément de zones d'ombre dans son royaume et avec ses conseillers qui n'ont pas l'air extrêmement honnêtes avec elle et ne lui partagent que très peu d'informations. Elle va essayer de comprendre et de reconstituer ce qui a pu se passer pendant le règne de son père, comment il a modifié Moncéa en profondeur et quelles conséquences ça va avoir pour elle et pour son peuple. C'est un récit qui est très déroutant, qui est beaucoup plus gros que les précédents et qui a un ton très différent également des précédents tomes de la série. C'est un livre de fantasy très étrange, très étonnant, très déroutant tant par sa narration qui est très externe mais qui est très logique parce qu'on suit Bitter Blue et qu'on est comme elle complètement perdu, complètement paumé dans cette histoire, dans cet univers, dans ce royaume qu'on comprend comme elle finalement et qu'on connaît très mal. C'est un roman qui va soulever pas mal de questionnements très intéressants et notamment en matière d'éthique, en matière de politique, en matière de conséquences du passé sur le présent, etc. C'est un livre qui prend pas mal son temps, il y a un petit peu d'action mais qui est distillé très tranquillement dans les quelques 700 pages du bouquin. Et c'est plutôt un roman d'ambiance un petit peu étrange et une espèce d'enquête pour comprendre le pourquoi du comment et les conséquences encore une fois du règne du père de Bitter Blue. C'était vraiment une lecture très intéressante, passionnante, très originale pour un roman de fantasy adulte et qui laisse vraiment une impression extrêmement prégnante. Je n'étais pas sûre avant de l'attaquer sérieusement que je lirais le 4e tome de la désormais quadrilogie, mais ça m'a redonné vraiment très envie de continuer à suivre l'autrice et notamment cette série. Et il me semble que pour le coup, le personnage de Bitter Blue revient dans ce 4e tome et je l'ai vraiment beaucoup apprécié dans celui-ci, donc je le découvrirai avec plaisir. Et je ne manquerai pas de vous en reparler. Ensuite, autre petite lecture de vacances que j'ai lue en e-book, ce qui est assez rare pour être souligné, The Cheat Sheets de Sarah Adams, TCS pour les intimes, que j'appellerai comme ça si je dois reprononcer ce titre qui est assez difficile à dire ma foi. C'est une petite romance contemporaine que j'avais achetée parce qu'elle était en promo à 99 centimes en VO et que j'ai lu tranquillement pendant mes vacances. Je vous en ai déjà un petit peu parlé à l'occasion de mon wrap-up de juin. Ça n'a pas été une grande réussite pour moi tout simplement parce que
je ne suis pas extrêmement fan, je pense, et ça se confirme de plus en plus au fil du temps, des Friend to Lovers. C'est pas le trope de romance que je préfère. Et typiquement, ça a commencé un petit peu difficilement pour moi parce que il y avait vraiment une surenchère autour de la perfection du personnage masculin vu par les yeux de l'héroïne. Et c'était un petit peu too much à mon sens, vraiment. On avait l'impression que c'était un dieu sur terre et qu'il n'avait absolument aucun défaut, ce qui est toujours un petit peu difficile à mon sens. En plus, ça s'ouvre sur une scène qui antagonise énormément un personnage féminin extrêmement secondaire, voire tertiaire, qui est donc la petite amie du personnage masculin au début du récit. Et ça monte un petit peu en neige une espèce de rivalité féminine qui n'a pas forcément lieu d'être à mon sens et que j'ai trouvé un petit peu insupportable, très honnêtement. Donc voilà, le début m'a un petit peu refroidi et puis finalement ça s'est amélioré assez rapidement. C'était globalement une lecture assez légère, fun, pas prise de tête, parfaite pour les vacances. Il y avait un tout petit peu de fake dating qui pour le coup est un trope que j'affectionne particulièrement, qui était assez drôle et plutôt bien fait, avec un petit peu de coaching amoureux pour se poudrer le tout. Ce que j'ai apprécié également, c'est l'alternance des points de vue des personnages principaux masculins et féminins, qui est plutôt intéressante, surtout au vu du trope de Friend to Lovers, parce que c'est souvent la limite de ce genre d'histoire quand on a le point de vue que d'un personnage, de savoir exactement où l'autre se situe dans la relation. Là, on n'avait pas à se poser cette question, c'était clair d'entrée de jeu et c'était très agréable. La narration était très légère, fonctionnait plutôt très bien, avec parfois quelques petites ruptures du quatrième mur, des interpellations du lecteur qui fonctionnaient plutôt pas mal d'un point de vue humour également. C'était plutôt assez addictif, ce qui est assez étrange parce qu'en termes de tension narrative et d'enjeu, il n'y avait pas non plus énormément de suspense, mais ça fonctionnait plutôt très bien. Le personnage masculin était encore une fois beaucoup trop parfait et il y avait à mon sens quelques problèmes de communication qui auraient largement pu être évité et quelques côtés encore une fois un petit peu too much et quelques clichés, notamment avec ce personnage masculin très à l'aise financièrement alors que le personnage féminin galère très clairement avec l'argent, et le cliché de la friendzone qui n'est pas un de ceux que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, il y avait des petites choses qui m'ont un petit peu gênée dans ma lecture. Cela étant dit, ça reste une petite romance très mignonne, très légère, pas prise de tête, qui se lit très bien, qui se lit très vite, sans scène de sexe explicite si c'est quelque chose qui peut avoir tendance à vous déranger. On est dans le milieu du sport, le personnage féminin est danseuse, le personnage masculin est joueur de football américain. C'est assez secondaire dans l'intrigue, mais ça apporte quand même un cadre sympa. Et si vous aimez les romances sportives, ça peut tout à fait vous plaire. C'était pas la romance de l'année pour moi, clairement, mais c'était quand même un chouette moment de lecture. Ensuite, et très rapidement parce que c'est vraiment un tout petit livre, Le démon de Maître Prosper, le premier tome de K.J. Parker aux éditions La Talente, qui me faisait très envie depuis l'annonce de sa sortie et sur lequel je me suis jetée, d'autant qu'il fait 90 pages au bas mot, donc c'était une petite lecture extrêmement rapide et extrêmement satisfaisante. Encore une fois, je vais le répéter parce que je trouve que c'est un mot qu'on n'utilise pas assez. J'ai utilisé l'adjectif truculent dans ma review Goodreads et clairement je trouve qu'il correspond parfaitement à cette petite lecture. C'est très sarcastique, très décalé dans le ton. Globalement, on est sur un univers de fantasy où on va parler d'exorcisme, d'un exorcisme un petit peu différent, et on va suivre Maître Prosper qui est un exorciste pour lequel tout ne se passe pas toujours comme prévu. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'encore une fois, c'est très court et le spoil peut arriver très vite, je pense. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Ça fait partie de mes petits tops du mois de juin. C'était drôle, c'était addictif, c'était surprenant. La fin m'a énormément plu et énormément surprise. La narration est assez décousue, il y a plein de petits paragraphes, des retours en arrière, des sauts dans le temps, etc. Mais ça fonctionne très bien et l'univers est hyper intéressant à découvrir. Je ne peux que vous recommander cette petite lecture extrêmement agréable. Et j'attends impatiemment le tome 2 qui va sortir normalement cet automne. Et le dernier livre de cette vidéo, c'est un service presse qui m'a été très gentiment envoyé par les éditions Gallimard Jeunesse, que je remercie encore une fois pour leur confiance, et c'est donc Méduse de Jessie Burton aux éditions Gallimard, donc, qui est, vous l'aurez compris, une réécriture de mythe de Méduse à destination d'un public young adult, ce qui change pas mal de toutes les réécritures que j'ai pu lire en la matière. J'avais vu des avis très différents pour ce récit, certains très positifs, d'autres extrêmement négatifs, voire des abandons, donc je savais pas trop où me positionner, raison pour laquelle je l'ai demandé à la maison d'édition pour pouvoir me faire mon propre avis sur la question, et j'ai été très contente de l'avoir fait parce que ça a vraiment été une lecture intéressante pour moi. Comme je le disais, c'est un récit à destination d'un public young adult adolescent, écrit à la première personne du singulier, donc du point de vue de Méduse, ce qui est toujours un petit peu mélodramatique dans le ton, on va pas se mentir, mais en même temps, c'est le principe des adolescents d'être mélodramatique, donc en ce sens, c'est plutôt une réussite pour moi. On va commencer par Méduse qui décrit sa grande solitude. Elle vit dans une grotte avec ses sœurs qui sont parties toute la journée et qu'elle ne voit qu'à la nuit tombée.
jusqu'à l'arrivée d'un bateau sur son île, bateau qui apporte Persée et son lot de difficultés. On va assister à la rencontre entre Méduse et Persée d'une façon très différente de ce qu'elle est dans le mythe de base, puisqu'ils vont se rencontrer sans se voir, ce qui est heureux au vu de la malédiction de Méduse, vous en conviendrez, et commencer à parler et à échanger leur histoire, ce que j'ai beaucoup apprécié. Ça va être l'occasion pour Persée de raconter son enfance et de raconter notamment l'histoire de sa mère, Danaé, qui a été violée par Zeus à l'occasion de la très célèbre douche dorée, qui est un épisode assez édifiant de la mythologie grecque. Et Méduse va raconter son passé avec Poséidon, le gros con harceleur qui prend en chasse une ado de 14 ans, c'est toujours bien de le rappeler. On va parler de choses intéressantes également, telles que la différence de traitement et de perception du physique et de la beauté entre une fille et un garçon. Pour un livre à destination des adolescents, je trouve ça très intéressant. On va assister du coup à l'éclosion de la relation entre Méduse et Persée, qui est un petit peu rapide, mais qui est critiquée par Méduse en la matière, et qu'encore une fois, j'ai trouvé très intéressant dans la façon dont c'était traité. Il y a un gros sujet sur le fait de s'accepter, de ne pas craindre son reflet, de ne pas craindre qui on est, ce qui encore une fois est à mon sens un message intéressant pour le public cible. C'était dans l'ensemble assez déroutant et pas ce à quoi je m'attendais du tout, notamment concernant la fin, qui est plutôt assez originale et une réinterprétation, une réécriture intéressante à mon sens. C'est pas la réécriture du mythe que je préfère et c'est, je pense, un chouïa trop young adult pour moi, avec encore une fois ce côté mélodrama qui est assez présent globalement, mais j'ai été assez agréablement surprise finalement de certaines des thématiques abordées, de certains partis pris et de la narration qui était plutôt originale. Ça reste donc une réussite à mon sens pour ce livre, et si jamais vous voulez le tenter, si vous voulez découvrir le mythe de Méduse de façon relativement accessible, mais qui développe tout de même un certain nombre des mythes grecs qui gravitent autour, je ne peux que vous le recommander. Après, encore une fois, il y a eu des avis très mitigés, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres avis plus négatifs pour peser le pour et le contre et voir si ça peut vraiment vous convenir. Je remercie encore une fois la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse qui était dans l'ensemble très plaisant à découvrir. Voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent. N'hésitez pas typiquement à me dire si vous avez lu Méduse et si vous avez un autre avis sur la question. Je suis toujours preneuse de vos retours, bien évidemment. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.